Bon, mais bonsoir à toutes et tous. J'espère que vous allez bien. Vous m'entendez bien? Super, 5 sur 5. Notre ami Vincent Ergan est là. Notre ami Jérôme est là. Notre collègue Bertrand est là, nickel. Bertrand, du coup, je t'ouvre ton micro et ta caméra, comme ça. Ah bah non, c'est bon. Bertrand is connected. Bonjour. Salut, salut. Et il y a notre ami Gilles Garampon, et accompagné d'Aurélien qui va nous rejoindre incessamment sous peu. Salut Pascal, salut Rémi. Par contre, moi, visiblement, je ne peux pas me déconnecter. Je n'ai pas la main sur mon ordinateur pour couper le micro. Je vois rien. Alors attends, t'es connecté? Et là, est-ce que tu m'entends? Non. Bon, enlève ton casque, hein, c'est pas grave. Je t'entends quand même. Et moi, est-ce que les gens vont m'entendre? Et il faut que tu touches ton micro. Et la caméra. Eh ben merci, Romain, tu me sauves. Oui. Mais je pense que tout le monde m'entend. Oui. Bon, bonsoir à toutes et tous. Comment va notre confrère belge? Super bien. Bon, bah c'est génial. On devait se rappeler, mais... 17h32, on attend encore 5 petites minutes, histoire que tous les gens qui souhaitent... Ah, super. Salut Hélène. Bonjour à tous. Toujours un plaisir de vous retrouver. Alors ce soir, c'est un peu particulier. On a des nouvelles personnes et puis un nouveau thème. On fera un petit tour de table tout à l'heure pour présenter les intervenants de la soirée. Là, l'idée, c'est qu'on reprend nos cycles de webinaires et salut Sophie, salut Virginie, Wikipédia Luxe au complet. On reprend nos cycles de webinaires, effectivement toujours dans le même équilibre avec les personnes d'Easy qui interviennent sur tout l'aspect scientifique et l'aspect expérimental, et puis Gilles qui nous parlera aussi un peu d'innovation produit dans la gestion notamment des mouches en élevage, parce que c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup parler en ce moment des moustiques, de la punaise, des rongeurs, de toutes ces espèces qui ont un impact santé publique, mais c'est vrai qu'on parle
On parle assez peu des mouches en élevage et alors que c'est une vraie problématique sanitaire, on va s'y arrêter un petit peu ce soir. Alors il y a eu quelques aspects médiatiques ces derniers temps, notamment, par des collectifs qui se sont faits dans des villages du nord de la France, suite à de l'invasion de mouches, dans des villages qui étaient soi-disant liés à un certain nombre d'élevages, notamment d'élevage de poules pondeuses ou d'élevage de poulets de chair et effectivement, on a pu démontrer que les mouches qui colonisaient les villages n'étaient pas forcément les mouches qui habitaient dans les élevages. Donc, néanmoins, de plus en plus, ça devient une problématique aussi qui peut être polémique. Hein. Il y a de plus en plus de polémiques autour de la présence de mouches. Donc, c'est aussi pour ça qu'on voulait vous en parler un peu ce soir. Voilà, voilà. Salut Fabien. Bon, salut tous les nouveaux là qui viennent d'arriver. Même notre ami Kai qui est parmi nous. Ça fait plaisir de vous voir nombreux. Ça fait plaisir de vous retrouver. C'est toujours un vrai plaisir. Salut Maxime. Bon, on va s'atteler à la tâche. On va commencer si ça vous convient. Salut l'équipe Shan 3D. Bienvenue pour cet événement un peu particulier ce soir. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on va traiter une problématique qui peut être une problématique de santé publique, d'hygiène publique, hein, hygiène 3D en ville, les mouches, pour lesquelles on trouve de manière assez classique associée des problématiques de gestion des ordures ménagères ou en tout cas de gestion de ressources alimentaires qui font que les mouches sont présentes. Alors, autour de vos poubelles l'été, en fin de week-end, ça c'est assez logique. Là, on va parler d'une problématique plutôt de mouches liée au monde agricole et au monde de l'élevage. Salut Laurent. Parce que, bah, en fait, c'est plutôt une constante dans le monde de l'élevage. Il n'y a pas forcément un éleveur que vous trouverez, notamment en élevage bovin, qui vous dira qu'il n'a pas de problème avec des mouches. Salut David. C'est une problématique qui grandit aujourd'hui, on peut le dire. Hein. C'est une vraie problématique qui grandit parce que l'arsenal à disposition des éleveurs, comme l'arsenal à disposition des professionnels en France, avec des méthodes conventionnelles chimiques, s'amenuise. Des éleveurs qui ont beaucoup de fonctions sur leur exploitation, de moins en moins de personnel. Donc en fait, de moins en moins disposés à anticiper, qui font un peu plus les pompiers qu'avant. Donc aujourd'hui, on a une problématique de mouches qui enfle de manière assez importante dans tous les élevages, que ce soit de l'élevage porcin, de l'élevage aviaire, hein, donc poulet de chair, euh, poulet de, poulet de production d'œufs, mais aussi en bovin, qu'on soit en bovin viande ou en bovin lait. On a une problématique de mouches avec quelques espèces de mouches, on en parlera ce soir, mais des problématiques qui ont tendance à enfler en France, d'où l'importance de revenir ensemble sur la stratégie à adopter, à la fois en termes de monitoring, mais aussi à la fois en termes de traitement. En abattoir, tu as raison Pascal. Là, en abattoir, on va plutôt avoir des problématiques de gestion des déchets, de gestion des, des- des- des pièces anatomiques des animaux qu'on va mettre au rebut, du sang, les morceaux de choix. On a peu de problèmes avec les mouches. On va plutôt avoir des problématiques avec les poubelles qui sont sorties tôt le matin et qui sont ramassées un peu plus tard dans la journée. Mais cet intervalle va suffire à produire des œufs, des larves et puis des adultes. Mais effectivement, tu as raison, Pascal, c'est une vraie problématique en abattoir. Dans tous les cas, tout ce qui va tourner autour de l'élevage, on va avoir des problématiques de mouches qui sont de plus en plus importantes, d'où la volonté qu'on a eue avec Gilles, salut Franck, avec Gilles et toute l'équipe Syngenta, c'était de vous parler justement de cette biologie, revenir sur les fondamentaux de la biologie des mouches, en élevage plutôt, parce que c'est là qu'on voit que la problématique est constante et qui enfle. Et puis, dans un second temps, Gilles vous parlera de la manière dont Syngenta avance en termes d'innovation sur cette problématique. Du coup, on se fait un tout petit tour de salle virtuel, parce que tour de table, ce serait trop dire. Gilles, je te laisse la parole pour te présenter. Bon, je pense que tout le monde te connaît, mais...
Je préfère quand même que tu te présentes. Ah, c'est pas sûr, hein. Donc je m'appelle, Gilles Garonpon et je suis chef marché, biocides, chez Syngenta. Voilà, donc je m'occupe de tout ce qui est, gamme, en hygiène publique rurale et j'essaye d'apporter, des solutions, nouvelles au marché. Bonjour, moi c'est Bertrand Guillet, je travaille pour les innovations en tant que directeur d'études. Donc je mets en place les protocoles et les essais, que ce soit en labo ou en terrain. Donc des essais d'efficacité, des essais d'homologation, des essais marketing, un peu de tout. Salut la Corse. Bah, merci en tout cas Bertrand d'être avec nous ce soir. Effectivement, Plaisir. on a les 3 parties, donc moi je vais vous parler plutôt du contexte espèces envahissantes en ce moment, même si j'aime bien déborder, sur le contexte d'hygiène publique, je me cantonne pas à l'hygiène rurale. Ensuite, je vous présenterai un petit peu la biologie de ces insectes-là, qui sont donc la biologie des diptères, qui sont, effectivement, les principales espèces de mouches qu'on va trouver globalement dans les besoins de régulation et puis celles qu'on va trouver principalement en élevage. On s'aperçoit que sur la famille des diptères, bah, on a peu d'espèces finalement qui posent des problématiques et même en monde de l'élevage, on a finalement que peu d'espèces de mouches qui vont poser des problématiques, avec des mouches qui vont plutôt aller consommer de la matière organique et d'autres qui vont plutôt aller consommer du sang. C'est 2 grandes familles en élevage. Nous, ce soir, on va plutôt vous parler des mouches qui consomment de la matière organique et qui vont au profit de cette consommation et de cette fréquentation des muqueuses de l'animal, transmettre des pathogènes. Vous parlerez aussi un petit peu de transmission de pathogènes. Et on sait qu'effectivement, une grande densité d'animaux en élevage, c'est de la perte de production sèche. Et on voit poindre aujourd'hui un sujet qui devient un sujet de première importance, qui est le bien-être animal. Hein, puisqu'aujourd'hui, on a des vétérinaires formés à venir dans les élevages évaluer le bien-être animal, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles les animaux vivent. Et l'entrée insecte et l'entrée rongeur sont 2 entrées qui sont maintenant considérées de manière très importante par ces auditeurs bien-être animal en élevage. Donc c'est aussi pour ça qu'on vous en parle, parce que plus on va aller, plus les élevages sur lesquels cette gestion des insectes est négligée, plus ils seront sous pression des autorités sanitaires, des DPP, hein, qu'on appelait avant la direction des services vétérinaires. Maintenant, ça s'appelle la direction départementale de la protection des populations. C'est l'inspection vétérinaire, quoi, globalement. Eh bien, ils ajoutent un angle dans leurs inspections véto, que ce soit dans les abattoirs, que ce soit dans les élevages. Vous savez, après, il y a aujourd'hui, les déclenchements, c'est sur dénonciation, une vidéo L214 et autres. L'inspection vétérinaire vient dans les élevages et donc la gestion des insectes et la gestion des rongeurs font maintenant partie prenante, partie intégrante totalement dans la manière dont le bien-être animal est considéré par l'éleveur sur son exploitation. Typiquement, aujourd'hui, il y a des fermetures administratives de poulaillers dans lesquelles les inspecteurs vétos rentrent, il y a trop de mouches, donc ils ferment administrativement le poulailler. Il n'y a pas plus forcément besoin d'avoir de la salmonelle partout pour qu'un inspecteur de santé publique vétérinaire ferme un élevage. Donc ça, c'est un point important et c'est pour ça que nous, notre métier, on le voit bien, sur toutes les espèces envahissantes, sans les métiers des professionnels de la 3D, aujourd'hui, pas de politique sanitaire, pas de politique de santé publique et pas de politique de sécurité sanitaire des aliments. Hein. Donc si nous, on n'intervient pas, qu'on ne fait pas bien notre métier et qu'on n'aide pas les éleveurs à anticiper sur la gestion des mouches en élevage, eh bien, potentiellement, ils se rapprochent du risque de fermeture administrative de son élevage, avec les conséquences que ça peut avoir sur le plan économique. Quand on voit l'état économique des différentes filières élevage aujourd'hui, il est quand même pas mal d'aider cette filière élevage à anticiper sur ces problématiques d'insectes. Donc merci à Gilles, merci à Bertrand d'être là ce soir. On va embrayer, donc simplement le petit agenda qu'on vous propose de suivre ce soir. Les espèces invasives et les environnements sanitaires, j'aime bien toujours rentrer par la stratégie de l'entonnoir. On regarde large un petit peu quelles sont les grandes tendances de ces espèces invasives. Je serai à ce titre-là demain chez Hanouna pour parler d'une nouvelle espèce qui est en train de nous arriver, qui est la fourmi de feu. On se pose beaucoup de problématiques sur ces nouvelles espèces envahissantes, dont on sait qu'elles ont un caractère très envahissant. Ensuite, je vous parlerai un petit peu du bien-être des animaux d'élevage, la problématique des mouches en élevage, la biologie des quelques espèces qui nous concernent en élevage. Et puis ensuite, je laisserai la main à Gilles et à Bertrand. Gilles, pour présenter l'approche innovante que Syngenta a mis en place, notamment pour la gestion adulticide, hein, la gestion des adultes en élevage. Et puis Bertrand va vous présenter les tests. Alors, les tests que Bertrand a réalisés, hein, puisque ça a été réalisé sous sa direction,
Vous dire également que ces tests-là, ils sont réalisés de manière indépendante, hein, c'est important de le dire. Tous les tests sont réalisés par Bertrand, en tout cas sous la responsabilité de Bertrand, et donc sont réalisés de manière complètement indépendante à nos donneurs d'ordre, hein. Ça veut dire que si les résultats ne sont pas bons, on dit qu'ils ne sont pas bons, s'ils sont bons, bah, on dit qu'ils sont bons, hein. Donc c'est vrai que je suis assez content que Bertrand soit parmi nous ce soir parce qu'il fait un gros travail de l'ombre. C'est pas, il fait un gros travail avec son équipe et c'est toujours intéressant de mettre en lumière la manière dont il travaille de manière complètement indépendante, quoi. Donc ce qu'on cherche, nous, c'est être indépendant pour que ce qu'on produit, que ce soit de la formation, que ce soit de l'expérimentation, ça puisse être considéré avec un haut niveau de qualité et complètement indépendamment du sponsor qui nous demande de faire les manips, hein. C'est important, peut-être un détail, mais c'est quand même important de le dire. Espèce invasive, environnement sanitaire, j'aime bien cette photo de pigeon parce qu'aujourd'hui, ça devient une vraie espèce, non pas invasive, mais envahissante. Alors, on parle invariablement d'espèces invasives, d'espèces envahissantes, hein. Alors, nous, on a banni le mot nuisible, hein, dans notre vocabulaire. C'est plus un mot qu'on utilise. J'aime pas ce mot-là. Il est tout de suite connoté négativement. On parle d'espèces invasives quand on parle d'une espèce qui était à l'étranger et puis qui, d'un coup, arrive sur notre territoire. C'est le cas de la fourmi de feu, qu'on appelle également la fourmi électrique. C'est une espèce invasive. Dans la notion d'espèce invasive, il y a le besoin d'avoir une espèce qui était géographiquement pas présente dans le territoire qu'on considère et qui un jour, qui souvent par des questions accidentelles, arrive sur notre territoire et exprime son caractère envahissant. Si on considère maintenant une espèce qui localement est déjà présente, mais qui pour X raisons se met à se développer très fortement, c'est le cas du rat, c'est le cas de la punaise des lits, c'est le cas de la blatte germanique. Elle est là, elle est sous pression, et puis pour des questions diverses et variées, disponibilité alimentaire, inoccupation des logements, elle se met à se reproduire très fortement et devenir envahissante, hein. Donc invasif, il y a la notion de j'étais étranger, j'arrive sur le sol et je me développe très fortement, alors qu'envahissant, on va réserver ça à des espèces qui sont déjà locales, qui sont déjà connues. Voilà, donc c'est local. Donc les espèces envahissantes, elles sont locales ou importées. Si elles sont importées, on appelle ça des espèces invasives. C'est important parce qu'il y a beaucoup de confusion dans ces termes-là aujourd'hui. Et puis, c'est des espèces qui ont une capacité à s'imposer dans un écosystème au détriment des autres espèces. Donc, le fil important, c'est de dire qu'à partir du moment où on laisse s'implanter une espèce invasive envahissante, le moustique tigre par exemple, eh bien, on fait une croix sur la biodiversité parce que ces espèces, elles ont une tendance à simplifier la biodiversité dans les écosystèmes dans lesquels elles interviennent, hein. Donc ça, c'est très important, dû au fait qu'elles ont une capacité génétique à la prolificité, donc elles ont une vraie capacité à proliférer de manière importante dans les écosystèmes. Et donc souvent, on mesure un impact fort sur la biodiversité locale. Pour ceux qui, cette année, ont eu à subir cet été le moustique tigre, avant, vous étiez piqué par des densités assez moyennes de Culex pipiens, hein, qui est notre moustique assez local, assez français. Aujourd'hui, potentiellement, si vous mettez des pièges à moustiques chez vous, vous avez très peu de chances de piéger du Culex pipiens parce qu'il est pratiquement intégralement remplacé par le moustique tigre dans les lieux dans lesquels ça foisonne, hein. Et donc, un vrai rythme accéléré de colonisation. Je le rappelle, hein, donc on a à la fois des espèces animales et des espèces végétales qui sont invasives ou envahissantes, hein. On a la renouée du Japon qui a été invasive et qui maintenant est envahissante le long des rivières. On a effectivement l'ambroisie, la jussie, la renouée du Japon, et puis les espèces qui sont un peu plus proches de nous, frelon asiatique, hein, 2004 en France, le moustique tigre, la punaise des lits qui flambe aujourd'hui. Alors, pour plein de raisons, ça flambe. On a aussi des espèces de rongeurs, hein, qui est le cas du ragondin, un ragondin qui est complètement exotique, hein. Un ragondin, c'est un rongeur qui historiquement était localisé en Argentine, qui a été importé pour des questions d'exploitation de la fourrure, et qui un jour a été introduit dans le milieu naturel, s'y est très bien développé. Et aujourd'hui, c'est une population dont les individus sont estimés à entre 8 et 10 millions en France. Et c'est une espèce qui est déclarée hors de contrôle, ce qu'on appelle une espèce exotique envahissante. Voilà. Bon, là, simplement, le rythme de propagation du frelon asiatique, là, j'ai pas la carte. Ouais. La carte interactive ne passe pas, donc mais c'est pas très, très grave. Bon, globalement, il faut retenir que le frelon asiatique, c'est à peu près une soixantaine de départements qui ont été colonisés depuis 2004. Si vous prenez le moustique tigre, hein, le moustique tigre, vous voyez que vous avez une belle carte ici de colonisation du moustique tigre. En fait, le moustique tigre, il est arrivé entre 2003 et 2004 par le sud-est de la France, et aujourd'hui, on a 72 départements dans lesquels ce vecteur est installé de manière durable. Quand vous voyez dans les médias aujourd'hui que vous avez des collectifs qui se forment pour éviter le traitement par les ARS, des traitements volumétriques
pour lutter contre la propagation d'éventuels cas de dengue. C'est le cas de le dire, je ne sais pas où on va, mais potentiellement, il y a quelques mobilisations de dingue qui se font en ce moment. Bon, clairement, on voit que dans nos sociétés, il faut quand même retenir que dans nos sociétés, on a aujourd'hui en France 80% des gens qui vivent en ville, donc qui sont peu ou prou quand même un peu déconnectés de la réalité de ces espèces-là. Eh bien, on a des collectifs qui se font contre la lutte contre le moustique tigre aujourd'hui. Ça, si on synthétise ce qui se passe dans la presse aujourd'hui, il y a des collectifs, il y a des mobilisations qui sont contre la lutte contre le moustique tigre. Hein. C'est ça la réalité, et c'est ça la réalité dans laquelle on avance. Hein. Donc c'est important d'avoir ça en tête. Hello Arnaud. Il y a eu des annulations de traitements d'ailleurs, tu as raison Pascal, à Saintes, il y a un collectif qui s'est formé contre les traitements organisés par les ARS. Donc là, clairement, on est en train de dire, bah, potentiellement, on arrête le traitement du moustique tigre quand bien même il y a un cas de risque épidémique par la dengue. Tant pis, on ne traite pas parce qu'on utilise des insecticides de synthèse. Vous voyez jusqu'où la bêtise pousse. Qu'est-ce qui va se passer derrière? Bah, comme sur tous ces vecteurs, en fait, on a une inflation des populations et derrière, vous allez intervenir de plus en plus en pompiers. Mais clairement, mathématiquement, tous ces faits ne font que mettre en lumière notre profession. Hein. Donc on ne s'en réjouit pas, mais n'empêche qu'aujourd'hui, on estime que notre marché, en tout cas le besoin de services des professionnels, euh, clairement augmente dans une moyenne de 10 à 15% par an. Et ça va forcément s'accélérer avec des événements médiatiques comme cela. Donc voilà globalement. Revenons à notre sujet, hein, donc le bien-être des animaux d'élevage. Donc on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on a pas mal d'espèces envahissantes. Et en tout cas, quand on analyse les espèces sur lesquelles on intervient en tant que professionnel 3D, eh bien, peu ou prou, toutes les espèces sur lesquelles on intervient ont un déterminant envahissant. Et c'est bien la raison pour laquelle, globalement, la croissance, en tout cas, aujourd'hui, on estime qu'il n'y a pas assez de techniciens en France par rapport au volume de demandes, que ce soit des particuliers ou des entreprises. Hein. Euh, voilà, la delta en volumétrique, bah oui, oui. Bon, bref, donc on a aussi notre problématique qui est le monde de l'élevage, hein, qu'on appelle aussi l'hygiène rurale. Donc en fait, les enjeux sanitaires autour des mouches, ils sont clairs, ils sont connus, ils sont documentés par le monde vétérinaire notamment. Donc les mouches sont des vecteurs potentiels de nombreux pathogènes. Alors on dit vecteur ou bien transporteur. On va parler d'un vecteur plutôt qui va transmettre un pathogène par le fait de piquer. Donc on parle des hématophages, que ce soit les tans, que ce soit les moustiques, ou bien Stomoxys, hein, qui est une mouche qui est hématophage, qui fait des repas de sang sur les vaches. Là, on va parler de vectorisation, parce que vectorisation, il y a une notion du vecteur qui est actif et qui va transmettre dans l'animal un pathogène, que ce soit un virus, une bactérie ou un champignon. Voilà. C'est ça, des pathogènes qui vont rendre l'animal malade. Par contre, sur Musca, par exemple, la mouche domestique, elle ne pique pas, elle va simplement venir se nourrir sur les muqueuses de l'animal. Là, on va plutôt parler de transport de pathogènes parce qu'elle va le faire accidentellement sans vouloir transmettre par son repas de sang des pathogènes. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle. Donc, on a 4 modes de transmission de ces pathogènes. Transport passif, les ailes et les pattes des mouches peuvent déposer jusqu'à 0,1 mg de matière organique souillée. L'excrétion fécale des germes, hein, donc quand une mouche défèque, hein, il y a forcément la digestion de la matière organique n'aura pas forcément neutralisé tous les pathogènes qui sont présents dans le tube digestif de la mouche. La régurgitation salivaire, et puis pour un certain nombre d'espèces de mouches ou d'acariens comme la tique, eh bien, on a une piqûre et contamination par les glandes salivaires. C'est le cas du moustique, c'est le cas de la tique. On a surtout des contaminations de glandes salivaires qui, je vous le rappelle, avant que l'insecte hématophage pique, il y a un bolus qui est envoyé avec des enzymes salivaires pour commencer à dégrader le sang avant qu'il soit pompé. Et il y a un anticoagulant qui est envoyé également pour fluidifier le sang avant qu'il soit pompé, pour éviter qu'il coagule dans le rostre ou la trompe de l'animal. Et donc, en fait, c'est à l'occasion de cet envoi de bolus, c'est chez la tique, ça fonctionne de la même manière, qu'on contamine, que le pathogène ressort des glandes salivaires et passe dans la circulation sanguine de l'animal. C'est comme ça la principale voie de contamination de la maladie de Lyme, par exemple, ou de la pyroplasmose chez le chat et le chien. Donc, les 2 premiers modes de transmission sont les plus importants. Hein. Donc, on s'aperçoit qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir des insectes hématophages pour transporter des pathogènes. Hein. Que ce soit chez la blade, que ce soit chez la mouche, eh bien, on a un transport passif, on est d'accord, mais il y a un transport de pathogènes qui est très, très efficace. D'autant que notre insecte, il va aller se poser où? Sur des muqueuses. Les muqueuses étant des zones très vascularisées et très accessibles. La zone la plus accessible étant le canal lacrymal qui permet de générer l'humidité qu'on a autour des muqueuses. Voilà.
Donc en fait, sur les surfaces cuticulaires d'une seule mouche, il y a des scientifiques qui ont dénombré jusqu'à 6 millions de bactéries. C'est le cas sur nos mains également, hein, et donc le tube digestif de la mouche, il est capable d'héberger une centaine de germes pathogènes sans être elle-même infectée par la présence de ces pathogènes, ce qu'on appelle un porteur sain. Quelques exemples de zoonoses imputables aux mouches, hein, donc la gastroentérite, la salmonelle, l'hirsignose, tuberculose, l'anthrax, la chlamydiose. C'est des maladies dont on entend parler souvent, mais souvent on fait très peu le lien entre la présence de mouches, le transport de ces pathogènes, et puis le fait qu'elles les transmettent à un super mammifère cul-de-sac qui est l'homme, hein. Et puis nous, par contre, on est sensible à la présence de ce pathogène, et donc on développe la pathogénie, tout comme les animaux d'élevage qui, sélectionnés pour de la production ou sélectionnés euh, pour de la beauté ou pour la quantité de viande, sont rarement sélectionnés pour leur rusticité, leur résistance à la présence de pathogènes, d'où l'utilisation un peu massive des antibiotiques dans le monde vétérinaire. Tout comme chez l'homme, les antibiotiques, c'est plus automatique parce qu'on a énormément de résistance de ces pathogènes aux antibiotiques. Donc c'est important vraiment d'avoir une vision globale de cette biologie des mouches et de leur capacité à transporter des pathogènes, parce que derrière, c'est pas si évident que ça, parce que tout ce qu'on va pas traiter en gestion larvaire, gestion d'œufs, gestion larvaire et gestion d'adultes mouches, c'est potentiellement des pathogènes qui vont se retrouver dans l'animal et qui vont devoir être gérés par la médecine vétérinaire, hein. Donc s'il est là le lien entre notre métier et la médecine, c'est si nous on n'intervient pas, le transport de pathogènes se fait, et donc l'espèce cul-de-sac qui est au bout, qui est l'homme ou l'animal d'élevage, eh bien on va devoir avoir une intervention de la médecine vétérinaire qui devient compliquée parce qu'il n'y a pas eu d'anticipation. Et puis quelques lésions cutanées, c'est ce qu'on appelle des miases, hein, c'est-à-dire les mouches qui vont aller développer des larves directement dans les plaies de l'animal pour que ces larves se nourrissent sur l'animal vivant une fois qu'elles vont grandir. Donc pouvoir pathogène direct des larves, hein, on a aussi des foyers en France qu'on appelle l'hypodermose des cervidés, hein, qui est un ver qui s'installe sous la peau, qu'on appelle également le varon. Ça, c'est connu, hein, chez les éleveurs, notamment en France. Donc il y a des techniques, hein, qui permettent de traiter la présence de ces larves chez l'animal. N'empêche que si on anticipe et qu'on traite d'abord le transporteur, si on tue le transporteur, il n'y a pas de possibilité que le pathogène soit transporté. Et donc c'est là où il faut qu'on se sensibilise, et c'est là où les éleveurs font davantage appel à la fin de chaîne, c'est-à-dire la médecine vétérinaire, et ne se mobilisent pas assez tôt pour aller gérer le transporteur ou le vecteur, que ce qui est la mouche, quoi. Donc c'est là où l'information, elle est super importante. Il faut gérer les mouches très préventivement en élevage. On a aussi d'autres maladies comme la kératoconjonctivite. C'est une maladie qu'on connaît bien en faune sauvage, sur le chamois, le chevreuil et autres. Les mammites, hein, donc les mammites à strepto ou les mammites à staphylocoque. Souvent, on a plein de vendeurs de désinfectants en disant tu désinfectes la mamelle avant, tu désinfectes la mamelle après, tu désinfectes un quartier et autres. Ouais, sauf que potentiellement, si on gère les mouches avant, il y a potentiellement moins de mammites en élevage. Donc vous voyez qu'en fait, la gestion des mouches, elle a un lien directement et immédiat avec le bien-être animal en élevage. La FCO, Schmallenberg, Benoistiose, Paraphilariose, ça, c'est des maladies qui sont très bien connues en élevage et qui peuvent potentiellement être véhiculées par les mouches, hein. Donc, ce qui est important, c'est de considérer le cycle, parce que trop souvent, on n'intervient que sur une phase du cycle, souvent les adultes, et souvent l'éleveur intervient quand il y a trop d'adultes. Ça veut dire que potentiellement, on agit en pompier. Et donc le petit graphique de droite, il est intéressant parce qu'on s'aperçoit que plus vous traitez, plus globalement vous mettez sous pression la quantité de mouches et vous évitez ce pic de population de mouches. Et donc, comme on sait que le transport de pathogènes et la vectorisation de pathogènes est étroitement lié à la densité des vecteurs et des transporteurs, plus vous gérez vos transporteurs, moins il y a de possibilités que les pathogènes soient transportés. Donc, plusieurs grandes familles de mouches et de moucherons, hein, parce qu'on fait parfois pas la différence entre les deux. Dans tout cas, mouches et moucherons qui peuvent avoir un pouvoir pathogène important sur les bovins, les ovins, les caprins, les volailles et les porcins, hein. Donc, il n'y a pas de type d'élevage qui est protégé, hein, de cet impact de pathogène. On a les mouches lécheuses. Alors, la grande représentante, ça reste Musca domestica, donc la mouche domestique, hein, celle qu'on a également dans nos maisons, qui va. Alors, c'est pas la mouche verte, hein, la mouche verte qui s'appelle Lucilia, c'est plutôt une mouche qui va aller sur des choses en décomposition, qui vont émettre ce qu'on appelle les acides aminés volatiles, c'est-à-dire les odeurs, hein. Donc, potentiellement, s'il y a un cadavre, les premières à arriver, c'est ces grosses mouches vertes qui vont pondre des larves, en tout cas des
des œufs en paquet sur la viande en décomposition, par exemple, parce que la larve elle va se nourrir de matière organique en décomposition. La grande représentante des lécheuses, qui se nourrit surface, débris de peau, exsudat, liquide biologique, sécrétion lactée, vaginale, c'est potentiellement Musca domestica, et c'est elle qui va nous intéresser dans l'innovation que Syngenta a mis au point. Puisque les mouches piqueuses, par définition, elles piquent pour faire des repas de sang, donc elles sont hématophages, les stomox notamment. Bertrand pourra mieux vous en parler de moi parce que lui, c'est un vrai spécialiste des insectes, mais moi, je suis un spécialiste en plastique. Ce qu'on appelle les mouches des cornes, on a aussi les sumili, les tans. Les tans, c'est intéressant. Alors, les tans transmettent assez peu de pathogènes. C'est des insectes qui restent extérieurs, même si les œufs sont contenus souvent dans les tas de fumier qui sont à l'abord des bâtiments. C'est plus la douleur de la piqûre et la réaction, par exemple, d'un cheval qui serait en balade avec un cavalier. C'est plus pour des questions de sécurité de l'animal en lui-même que des questions sanitaires qu'il y a une lutte contre les tans qui doit s'organiser, alors que la lutte contre les mouches, elle a vraiment un versant sanitaire très important. Et puis les moucherons, notamment les culicoïdes, c'est à cette occasion, donc les culicoïdes hématophages, c'est à cette occasion qu'on a découvert notamment une maladie avec laquelle on observait des avortements, notamment chez le chevreuil en faune sauvage dans un premier temps, mais aussi chez les porcins, caprins, ovins, et puis les bovins, qui s'appelle le virus de Schmallenberg, qui occasionne une déformation du fœtus et donc un avortement prématuré de l'animal, qui est transmis par ce petit moucheron culicoïde qu'on peut croiser en élevage. Donc quand vous faites un traitement mouche hématophage, quand vous traitez les stomacs, vous allez traiter en même temps les culicoïdes. Néanmoins, aujourd'hui, on s'intéresse plutôt à cette espèce qui est Musca domestica, qui est la mouche de toute façon très très présente en élevage. On n'oublie pas l'élevage porcin, puisque dans la sphère de bien-être animal, on part du principe que si les animaux sont couverts de mouches, c'est un axe dégradant pour le bien-être animal. Mais ces mouches sont capables de transporter de la salmonelle, des streptos. Et puis, ces deux bactéries-là, c'est également des bactéries pour lesquelles on évoque l'antibiorésistance, donc avec des bactéries qui sont capables d'échanger du matériel génétique pour résister, qui sont également capables de faire du biofilm, mais qui sont également capables de faire de la résistance, notamment aux antibiotiques. Donc en fait, si on ne gère pas le vecteur ou le transporteur, on va avoir du transport de pathogènes qui, la plupart du temps, va avoir à faire face à du médicament vétérinaire, notamment d'antibiotiques, et donc défavorable au contexte d'antibiorésistance. On n'oublie pas non plus la gestion des mouches en aviaire, puisque ça fait la une des journaux un certain nombre de fois. Et donc, quand on regarde ce qu'une Musca domestica est capable de transmettre, est capable de transporter de la grippe aviaire, du botulisme, on en parle beaucoup en ce moment du botulisme. Le botulisme, c'est une bactérie qui génère une toxine qu'on appelle la toxine botulique. Et donc qui peut être pathogène, qu'on a zoonotique pour l'homme, donc qui passe chez l'homme. Donc regardez le nombre de pathogènes qui passent également chez l'homme. Ça signifie qu'on est dans le grand concept de ce qu'on appelle aujourd'hui le One Health. Il y a une seule santé de l'animal, c'est-à-dire que la gestion des mouches en élevage fait partie intégrale du bien-être animal et de la santé animale, et qui préventivement fait partie également de la santé de l'homme, puisqu'on s'aperçoit que ce qu'une mouche est capable de transmettre à un mouton, elle est également capable de le transmettre à l'homme. Et donc, en fait, ça veut dire qu'on a une seule santé. Et donc, la gestion préventive des mouches en élevage participe également à la santé humaine. Escherichia coli, coccidiose, la maladie de Newcastle. Alors ça, c'est effectivement très, très classique maintenant en Europe, Newcastle et les ascaris, les salmonelles, les vers solitaires. Donc, en fait, ces mouches sont capables de transporter, sans même être affectées, beaucoup de pathogènes qui peuvent vraiment poser des problématiques au monde de l'élevage. Donc, les principales espèces auxquelles on s'intéresse, effectivement, c'est Musca, Musca domestica, qui est l'un principal mouche. Mais on a aussi les mouches hématophages qui ont un gros impact dans le monde de l'élevage. Donc, on a aussi des pertes de production dans le monde de l'élevage qui sont liées à la densité de mouches. Bien avoir en tête qu'également, le cycle des mouches s'accélère avec la température, puisque effectivement, plus il fait chaud, plus le cycle raccourcit entre l'œuf et l'adulte. Donc, vous voyez qu'on peut être jusqu'à 8-10 jours entre le moment où l'œuf est pondu et le moment où l'adulte éclot. Donc, ça veut dire que potentiellement, les éleveurs s'aperçoivent d'une surdensité de mouches à un moment où il fait chaud, mais c'est déjà trop tard. Donc, ça veut dire que notre métier, c'est de faire en sorte que vous puissiez
au chevet des éleveurs, les faire anticiper sur la gestion de leurs mouches en élevage. Et de toute façon, c'est quand on a absence de mouches ou faible densité de mouches, c'est là qu'il faut agir parce que de toute façon, après, c'est trop tard. Et dans tous les cas, l'éventail de choses à sortir est bien trop important et coûteux pour le monde de l'élevage. Donc le cycle de développement, il est connu aujourd'hui. On a des œufs qui donnent des asticots, des pupes qu'on appelle des nymphes également. On pourrait croire que les mouches sont mortes, mais non, en fait, c'est le stade de développement entre l'asticot et la mouche, ce qu'on appelle une métamorphose complète. L'asticot, pour donner une mouche, il a besoin d'un temps de maturation. Il va se protéger dans cette petite cupule que sont les pupes pour ensuite donner quelques jours plus tard l'adulte qui, lui, va être capable de transporter des pathogènes. Alors des mouches, il y en a beaucoup en élevage. Nous, on s'attarde essentiellement sur 2 espèces de mouches. L'astomox que vous avez, alors c'est pas si évident que ça de les reconnaître les mouches, à part d'être un spécialiste des insectes, mais l'astomox à gauche, qui est la mouche hématophage qu'on retrouve facilement en élevage, notamment de bovins, et la plus répandue, c'est Musca sp, parce qu'on a plusieurs espèces de musca, mais quoi qu'il en soit, toutes les espèces de musca qui, d'une part, consomment de la matière organique en décomposition dans le monde de l'élevage, donc susceptible à une stratégie d'appâtage. C'est là que la transition se fait aussi avec ce dont Gilles va vous parler dans quelques minutes. Et par ailleurs, est la plus présente et le meilleur transporteur de pathogènes en élevage. Donc si effectivement la stratégie principale de la gestion des mouches en élevage, c'est une stratégie de gestion de Musca domestica. Voilà. Donc voilà, la voilà, tout le monde la connaît, c'est également celle qu'on peut retrouver chez soi. La durée d'incubation, elle est étroitement liée à la température et donc plus vous avez d'œufs dans les litières, plus il fait chaud et plus ça va se développer rapidement. Et le développement étant exponentiel, on va devoir faire face rapidement à une invasion de mouches et là, c'est trop tard. Rapidement, quelques photos de stomox. C'est des mouches qu'on trouve souvent en groupe sur les vaches. Alors, très, très présent chez le bovin, moins chez les autres types d'élevage. Alors que la mouche qui principalement est présente dans tous les élevages, ça va rester Musca. Voilà, globalement, on a fait un rapide tour de la problématique sanitaire, la problématique biologique des mouches, et puis je vais laisser la parole à Gilles, qui va lui vous parler. Ah non, j'ai 2 petites slides simplement pour dire effectivement que traiter c'est bien, mais il faut être capable aussi de suivre les populations de mouches en élevage. Donc, des pièges ou des outils de monitoring. Je vois aujourd'hui plein de gens qui font de la pub de leur matériel sur les réseaux en disant on a un super piège qui piège toutes les mouches du coin, machin. Les pièges ne sont que des outils de monitoring en élevage. Si vous voulez affaisser de manière durable et efficace une population de mouches, vous allez devoir passer par la chimie de synthèse. Vous avez beau disséminer des pièges partout qui puent la mort, potentiellement, il faut garder en tête qu'un piège, que ce soit une bande de glu ou autre, c'est un outil qui relevait régulièrement, observait régulièrement, tout comme un piège avec des attractifs, des trucs, des levures qui sont en train de pourrir. Ces outils-là sont des outils de monitoring pour suivre une population. Vous vous fixez un seuil, vous observez régulièrement ces pièges-là, et au-delà d'un certain seuil, vous intervenez sur les larves et sur les adultes. Alors, vous avez plusieurs choses, effectivement, pour intervenir sur les larves et les adultes. Vous avez un certain nombre de pièges, vous avez des DEIV aussi qui sont des outils de monitoring. Et puis ensuite, vous avez des solutions pour intervenir sur les larves, donc réducteurs de croissance de l'insecte, et puis effectivement sur les adultes. Et c'est ce dont va vous parler Gilles tout de suite. Je te laisse la parole, Gilles. Merci Romain. Merci Romain pour cette présentation qui rappelle combien il est important de pouvoir bien maîtriser les populations de mouches dans les bâtiments d'élevage, mais pas que, en milieu urbain aussi. Si tu peux mettre la diapositive suivante, Romain. Nous avons vu qu'en cas de pullulation, les mouches vont perturber le bien-être des animaux, mais aussi entraîner un risque sanitaire élevé, donc des pertes potentielles de productivité qui peuvent être inacceptables. Bien, les éleveurs aujourd'hui disposent d'un certain nombre de solutions, Romain vient de les citer, pour traiter les mouches. Moi, je vais pas revenir sur tout ce qui est bonnes pratiques d'élevage où la prophylaxie, naturellement, joue un rôle capital dans la dynamique des populations. Moi, je vais centrer mon intervention sur une nouvelle molécule insecticide qui s'appelle l'indoxacarbe. Donc, je vais vous présenter son mode d'action et l'intérêt de l'intégrer dans un programme de lutte raisonnée, par exemple. Et enfin, je terminerai mon intervention en vous donnant
toutes les clés pour que vous mettiez en œuvre cette spécialité pour avoir une efficacité optimum au sein de votre exploitation. Donc, l'indoxacarbe, c'est une molécule avec un mode d'action révolutionnaire. Elle appartient donc à la famille chimique des oxadiazines et c'est le seul représentant de cette famille chimique-là. D'accord? Donc on va voir que c'est une molécule de choix pour faire de l'alternance entre les matières actives et ainsi contrer les résistances qui sont, développées aujourd'hui, de manière assez courante au niveau des élevages. Heu, Cette molécule, elle a la particularité de ne pas être, répulsive, donc elle n'est pas détectée par les mouches. Donc ça veut dire qu'elle va être mise en œuvre plutôt, dans des appâts, hein, puisqu'elle n'est pas détectée et ça sera un manière, heu, intéressant pour que, les mouches consomment, cet appât. Puisqu'au niveau de son mode d'action, c'est avant tout, par ingestion que, les insectes vont être, contaminés et maîtrisés. Alors, donc son mode d'action, il est unique. Pourquoi? Parce qu'il va requérir une bioactivation pour être efficace. Donc, comment ça se passe? Dans un premier temps, il faut que les mouches rentrent en contact avec l'appât et pour ce faire, on a travaillé sur une matrice, donc sur un granulé qui va être particulièrement appétant, pour favoriser la prise d'indoxacarbe à travers l'appât. Donc ça, c'est l'exposition de la mouche au granulé. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Une fois que, le granulé est ingéré, il va migrer dans le tube digestif et c'est à l'intérieur du tube digestif que des enzymes vont, couper une chaîne carbo, et transformer cette molécule native en une autre molécule qui va être dotée d'un pouvoir insecticide puissant. D'accord? Et c'est ce qu'on appelle la bioactivation. Donc, ce processus va prendre, plusieurs minutes, hein, ça va varier de 30 minutes, jusqu'à 3 heures, 4 heures, 5 heures, et ensuite, les mouches, en général, elles vont pas mourir, au niveau de la prise de l'appât, mais elles vont aller mourir un peu plus loin et c'est bien souvent pour cela qu'on ne retrouve pas de mouches mortes au niveau de l'appât, contrairement aux autres granulés qui sont présents sur le marché. Alors une chose importante, c'est qu'il faut savoir que cette métabolisation, au niveau des mammifères et des oiseaux, elle se fait plutôt très, très, très mal parce qu'il n'y a pas assez d'enzymes dans notre tube digestif et donc on n'arrive pas à synthétiser et à transformer cette molécule en insecticide. Donc c'est une super chose, une super nouvelle pour nous, mais aussi pour les animaux de compagnie, les animaux d'élevage, parce qu'en fait, le risque d'être empoisonné par l'indoxacarbe est extrêmement faible. Donc ça en fait un produit qui est très, très, très sûr. Donc cette bioactivation, c'est une particularité liée à l'indoxacarbe, donc qui possède un mode d'action unique et qui est totalement différent de tous les autres insecticides, qu'on va retrouver sur, le marché de l'élevage. Ces modes d'action, ils sont, classés et étudiés par un institut qui s'appelle l'IRAC et l'IRAC, c'est quoi? C'est, le Centre d'action contre la résistance aux insecticides. C'est donc un groupe d'experts scientifiques qui vont étudier et qui vont mettre en œuvre des stratégies de gestion de la résistance pour prolonger l'activité insecticide des produits, d'accord? Donc ils vont classer ces insecticides en fonction de leur mode d'action et ils vont, déterminer leur sensibilité à la résistance. Alors lorsqu'on analyse les molécules insecticides qui sont à la disposition, des éleveurs, mais pas que des éleveurs, hein, des PSO en général, hein, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, sur les mouches adultes, l'éleveur, il aura, le choix entre seulement 9 molécules, d'accord? Et de ces 9 molécules, en fait, il n'y a que 4 modes d'action différents qui sont appelés aussi des classes. Donc la première classe, c'est la classe 22A avec, la famille chimique des oxadiazines dont l'indoxacarbe fait partie. On va avoir ensuite la classe 1B des organophosphorés avec une molécule qui s'appelle l'azémétyphos. La troisième classe, c'est la classe 3A qui va regrouper les pyréthrinoïdes de synthèse avec une molécule bien connue comme la deltamétrine,
la cypermétrine, la pralétrine. Et enfin, on va avoir la grande famille des néonicotinoïdes, où on va retrouver l'imidaclopride, le thiaméthoxam, la clothianidine et enfin l'acétamipride. Donc, une nouvelle molécule vient compléter la boîte à outils des éleveurs et des PCO, d'accord? Et elle est maintenant disponible dans Advion Mouche granulé APA. Alors, l'Advion granulé, c'est quoi? C'est un APA qui est sous forme de granulé, qui est prêt à l'emploi et qui est homologué contre les mouches domestiques, les mouches vertes et les mouches bleues, pas contre les mouches piquantes. Et on verra aussi pourquoi après. C'est un granulé qui contient 8% d'indoxacarbe et la matrice, contrairement à tous les autres granulés APA du marché, ne contient pas la phéromone sexuelle de la mouche qui s'appelle le trichocène et qui est en général la matière attractive du granulé. Chez Syngenta, on a voulu s'affranchir de cette molécule. Pourquoi? Parce que, OK, elle est ultra attractive, mais comme elle est synthétisée par les mouches femelles en vue d'attirer les mâles pour l'accouplement, et ben, c'est une molécule qui est extrêmement volatile et en fait, elle est assez peu rémanente dans le granulé. D'accord? Donc, on va avoir une efficacité qui va être attractive, en tout cas, qui va être assez fugace, de l'ordre de 3, 4 semaines maximum. Donc, nous, on s'affranchit de ça en ayant travaillé une, une matrice qui va être fabriquée à base de cuirasse de crustacés, hein. On va faire cuire tout ça et ça va être hautement attractif et surtout, ça va être très, très, très attractif dans le temps. D'accord? Et ça, c'est quelque chose de très important et on va attirer aussi bien les mouches mâles que les mouches femelles. Donc vous comprendrez que les granulés à base de phéromones, ben, c'est bien, mais sur une petite période, puisqu'après, c'est plus efficace, c'est plus attractif. Compte tenu que c'est une molécule qui est vraiment récente sur le marché, ben, à ce jour, on n'a aucune résistance croisée ni avec les organos, ni avec les pyrétrinoïdes de synthèse et que ça en fait vraiment une molécule de choix pour alterner les matières actives dans un cas de programme, d'accord, pour éviter une accoutumance des mouches, à l'insecticide. Donc comme on l'a vu, grâce à la bioactivation, ça en fait quand même un produit avec un profil tox qui est extrêmement favorable, hein, par rapport aux mammifères et par rapport aux oiseaux notamment. On a vu que cette bioactivation, elle va se faire en plusieurs minutes, voire plusieurs heures, donc on va avoir un effet retardé. Donc cet effet retardé a une première conséquence, c'est que l'éleveur ou le pesso, il va s'apercevoir que, bah, il y a pas de mouches qui sont mortes, à côté du poste d'appâtage. Il va dire: «Ah bah, ça, c'est un bon produit». Non, les mouches, elles meurent, mais elles meurent, à plusieurs mètres du poste d'appâtage et c'est pour ça qu'on en retrouve très, très peu, dans les assiettes. C'est intéressant parce que ça permet aussi de garder des stations, d'appât, propres, d'accord? Qui ne regorgent pas de mouches, et de cadavres. Donc c'est un produit qui a une homologation à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments, en milieu rural, mais aussi, et ça c'est important, en milieu urbain. Parce que les mouches, elles ne sont pas uniquement dans les bâtiments d'élevage, elles sont aussi, présentes, dans les villes. Au niveau de sa mise en œuvre, eh ben, je dirais que c'est très, très simple, hein, ce sont des granulés qu'on va mettre à l'intérieur de postes d'appâtage. Alors, il y a 2 types de postes d'appâtage. Il y en a un qui est vertical, qui est plutôt réservé aux bâtiments d'élevage à l'intérieur des bâtiments, d'accord? Le fait que le granulé soit mis verticalement, il va offrir une très grande surface de contact avec les mouches qui vont se poser, sur les postes d'appâtage et surtout la poussière, elle va pas recouvrir, ces postes d'appâtage, donc les granulés seront toujours disponibles dans le temps, contrairement à des utilisations de granulés qui sont mis à la volée ou qui sont mis dans des coupelles et on verra, dans la slide suivante que, ben, la poussière, c'est l'ennemi numéro un des granulés. On a un autre type de poste qui lui est réservé pour l'extérieur. Il est, je dirais waterproof, d'accord? Donc on a des petites coupelles,
on met les granulés dedans, on referme, c'est sécurisé et ça, c'est particulièrement adapté pour positionner, par exemple, dans une, cour d'école, je sais pas moi, une terrasse de café, de restaurant. C'est vraiment très, très bien pour le milieu urbain. Donc, ce que je vous disais, c'était juste pour, donner un exemple imagé du fait que si vous n'utilisez pas un granulé, dans des stations d'appât, optimisées et verticales et ben, très vite votre granulé va être recouvert à la fois de cadavres, mais surtout de poussière. Donc le granulé n'est plus accessible aux mouches, il y aura plus de contact, il y aura plus d'alimentation, donc de contamination et votre granulé et ben, il est fichu. Quand on voit la poussière, là, on peut plus la retirer, on est obligé de jeter, le granulé qui est encore bon et puis, ben, les mouches. Avec notre solution, on a juste besoin que de recharger l'appât et ça, c'est un vrai gain pour l'éleveur. Il n'y a pas de gaspillage de produits. Alors au niveau des doses d'emploi, bah, je dirais qu'elles sont relativement classiques, hein. On va mettre 1 gramme d'appât par mètre carré au sol quand il y a une infestation qui est relativement faible, donc on va plutôt positionner cette dose-là en début de saison et puis on va augmenter cette dose à 2 grammes par mètre carré, hein, quand on aura une pression qui sera, beaucoup plus importante. Dans un poste d'appâtage vertical, on peut mettre, grosso modo 40 grammes, d'appât et en fonction de la consommation d'appât, on va faire uniquement, de la recharge. C'est-à-dire que les granulés sont consommés par les mouches et on voit au fil des semaines, au fil des jours, la hauteur du granulé qui va diminuer. Donc on ne va pas attendre d'être complètement sec, on va recharger la station d'appât avec du granulé quand c'est nécessaire. Si par hasard, il y a un petit peu de poussière qui s'est déposée, on peut prendre tout simplement un petit pulvérisateur, on met surtout pas d'eau dedans, hein, et puis on fait pchit, devant, on va retirer la poussière délicatement et on va pouvoir, travailler de manière optimale. Pour votre information, une station qui contient 40 grammes d'appât, ça va permettre de contrôler environ 80 000 mouches et c'est pas rien. Donc voilà, moi j'en ai terminé, je pense que je vais passer la parole à Bertrand. Oui, en effet. Donc, je vais vous présenter le test d'efficacité comparatif qu'on a fait sur ce produit à Lyon cet été. Donc, dans une de nos porcheries partenaires, on a équipé 5 salles avec les stations d'appât en question. Donc là, vous voyez le petit plan. Donc, les carrés jaunes, ce sont les stations d'appât dans une salle. L'idée étant de couvrir l'espace total où peuvent se balader les mouches. Et nous avons procédé à un suivi avec les plaques collantes, évidemment, vu que c'est à ça qu'elles servent, Romain. Donc des suivis, donc les plaques collantes sont mises en place, laissées 24 heures, puis relevées pour compter les mouches. Donc dans ces 5 salles, on a laissé une salle témoin, sans traitement de granulés, mais avec un traitement larvicide, malgré tout, histoire de correspondre un petit peu à ce qu'un éleveur ferait normalement dans son élevage. Puis pour les autres salles, on a eu 2 salles donc, avec le granulé Advion et 2 salles avec le granulé compétiteur, à savoir Quickbait. Donc les résultats, si tu veux bien, Romain, merci. Donc tout d'abord, visuellement, ben, on le voit bien sur des plaques, hein, une plaque qui est dans une forte densité de population et recouverte intégralement, et l'efficacité au fur et à mesure des semaines, et donc on va le voir pour les différents produits, permet justement dans la lecture des plaques de voir que le suivi nous permet de relier le suivi des plaques avec la densité de population dans les mouches, évidemment, et de voir que bah, les différents traitements ont eu une bonne efficacité. Donc sur la courbe que vous voyez, les 2 courbes jaunes sont les salles qui ont eu les granulés Advion, et les 2 courbes bleues sont les salles qui ont eu les granulés Quickbait. Donc le point de départ de la population n'était pas identique pour toutes les salles, mais ce qu'on constate assez vite, hein, à savoir en l'espace d'une semaine, c'est que dans les 4 salles avec un traitement granulé, la quantité de mouches adultes a drastiquement baissé. On est de l'ordre de 90% dès qu'on arrive un peu plus loin dans le temps. Et ça, bah, comme vous pouvez le voir, de la même manière, quel que soit le produit, en fait. Donc, si on s'arrête là sur l'analyse de résultats, on se dirait ces 2 produits sont sûrement identiques, en tout cas ils fonctionnent pareil. Vous voyez également que la courbe témoin, elle, par contre, la population remonte, hein, ce qui est logique.
Mais quand on regarde, et donc c'est bien ce que disait Gilles, la particularité de l'avion, c'est que la mortalité est retardée. Et donc vous pouvez voir sur les photos des stations d'appât ce que ça donne après 4 semaines. Donc voilà, 2 stations d'appât qui ont été posées en même temps avec des produits différents. Le QuickBait tue quasi immédiatement les mouches, ce qui doit rassurer énormément les utilisateurs, ça j'en suis persuadé. Le petit problème, c'est que ça recouvre tout le fond de la coupelle, que ça reste des matières organiques en décomposition qui ont, et c'est ce que nous avons constaté durant cet essai, favorisé la prolifération de moucherons à proximité des stations d'appât. Et en plus, comme vous pouvez le voir, vu qu'il y a du granulé qui s'écoule toujours de la colonne jusque dans la coupelle, bah, le problème c'est quand le granulé va être vide, il sera plus du tout atteignable par les mouches. Alors que dans la station d'appât au-dessus, qui a elle aussi 1 mois d'utilisation, bah, tout est propre. Il y a quelques mouches certes, mais le granulé est encore atteignable et dans la colonne et dans la coupelle. Donc au final, une mortalité retardée, ça a non seulement un effet visuel sur les pièges, mais, et c'est un peu le seul défaut de notre test, c'est que nous ne sommes arrêtés qu'à la 4e semaine. Et il est assez logique d'imaginer qu'avec des stations d'appât dans cet état-là au bout de 4 semaines, les efficacités seraient peut-être plus identiques sur un temps plus long. Et je pense qu'au final, Adion garderait une efficacité sur plus de semaines que le QuickBait au vu de ce que vous pouvez voir sur les stations d'appât. Voilà, donc c'est le test que nous avons effectué. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Bertrand. Bah oui, c'est intéressant parce qu'effectivement, le dispositif de poste d'appâtage avec une mortalité retardée permet un meilleur entretien, en tout cas une meilleure conservation de l'état des grains, alors que quand on a une toxicité immédiate, bah, effectivement, cette accumulation de mouches, d'une part, empêche les mouches vivantes d'avoir accès aux produits et d'autre part, sur le plan sanitaire, bah, une accumulation de mouches au même endroit va accélérer la putréfaction des mouches et donc, comme le disait Bertrand, une production d'autres insectes, éventuellement Mm. nécrophages, hein, donc qui vont se nourrir de ces cadavres et donc entraîner une prolifération autre et éventuellement un transfert de pathogènes vers les animaux. Donc, Oui. il y a un Pour la attractif. question, il n'y a pas du tout d'attractif sur les plaques collantes, sur aucune des plaques collantes. En fait, les formes, en fait, donc vous ne le voyez pas sur les photos, mais il y a des dessins de mouches sur ces plaques collantes, plus des effets de volume et de couleur qui font qu'elles sont attirées, mais c'est seulement un aspect visuel. Ouais, on peut. Alors, effectivement, Vincent, la question est bonne. Parce qu'on pourrait se dire, bah, si on met un attractif sur les plaques, on va concentrer les mouches du bâtiment à un endroit parce qu'on les attire. Néanmoins, ça, en début de manip, le fait de concentrer des mouches sur une plaque de glu d'une population de mouches énorme, ça n'a pas d'impact. Ouais, Le fait de non. concentrer des mouches en fin de manip, quand il te reste éventuellement quelques centaines de mouches dans une salle et tu vas concentrer des mouches sur une plaque par un attractif, tu risques, en fait, le simple piégeage par plaque attractive modifie la Ah, dynamique de population de mouches. mm, Et justement, nous, on ne peut pas faire ça parce il faut qu'effectivement, on puisse, avoir un comptage. Un comptage, c'est quoi? C'est un échantillonnage d'une population beaucoup plus mm. grande, mais comme on ne peut pas choper toute la population pour la compter, on n'en compte qu'une petite partie en estimant que l'erreur qu'on fait à chaque fois d'échantillonnage est répétée, donc quelque part elle est neutralisée cette erreur, mais qu'on ne peut pas C'est ça. avoir d'impact sur la dynamique de population simplement par la méthode d'évaluation. Ouais. Donc là, c'est ce que les Après, autorités ne comprennent pas. Ouais, les autorités souvent ne mm. comprennent pas ça. Mais En en fait, fait, l'idée, c'est surtout de bien ajuster le nombre de plaques collantes à la population et à la configuration de la salle pour avoir un suivi qui ait du sens, en fait. ouais, Parce qu'en mettre trop peu ou beaucoup trop, au final, ça ouais, dilue les populations dans le collant et on n'a plus la bonne idée de ce qu'il faut faire. ouais. Donc, c'est vraiment une histoire d'ajustement Et puis, du coup, tu infléchis de nombre de plaques collantes. trop ou pas assez la dynamique de population en fonction de ta densité, quoi. Ouais, c'est ça. Gilles, tu as bien dit que le produit est autorisé en hygiène rurale et hygiène publique. Si c'est autorisé en hygiène publique, ça doit être le seul. Oui, c'est le seul, je confirme. Eh ben, tu as la réponse, mon ami Vincent. Je ne sais pas si vous avez des questions. On a répondu à pas mal de choses au fil de l'eau. Bah voilà, en fait, là, vous avez le contact de Gilles. Alors, c'est pas Gilles Garampon jeune et Gilles Garampon âgé, hein. Il y en a un qui s'appelle Aurélien Ladune. Gilles, il a voulu nous glisser une petite photo de lui quand il était jeune et tout. Enfin, il était encore jeune, Gilles, mais et donc effectivement, à droite, c'est Aurélien Ladune.
Donc, si vous voulez les contacter, je pense que voilà, il y a leur numéro là et top les cartes de visite. Heu, ouais, pas de souci, c'est pas grave. De toute façon, Gilles, tout le monde le connaît, donc vous n'aurez pas de difficulté à le joindre. Et puis, si vous avez du mal, vous nous mettez un petit mail et puis on transférera le mail. Et puis, voilà. Et puis ensuite, on a fait le tour un peu de la problématique. Je voulais remercier Gilles et puis Bertrand de m'avoir aidé à co-animer ce webinaire. Donc, effectivement, on mettra le replay en ligne, hein, dans quelques jours pour que vous puissiez avoir accès à cette ressource documentaire si vous avez besoin. Et puis, on est à votre disposition si vous avez des questions. En tout cas, vous avez été nombreux à participer ce soir. C'est cool, ça fait plaisir. Bon, bah, merci. Salut Thibaut. Bah, merci beaucoup. Et puis, bah, prochainement, on va republier aussi le petit calendrier des prochains webinars. Et donc, bah, en espérant vous retrouver aussi nombreux la prochaine fois dans le prochain webinar. Et puis, n'hésitez pas, Gilles, Aurélien, Bertrand et moi-même, on est à votre disposition si vous avez besoin d'approche produit, de formation. Effectivement, aujourd'hui, on va développer aussi un module de formation sur les mouches parce que ça nous paraît important. On a pas mal notamment de formations, nouvelles formations sur des nouvelles cibles. On lance de la formation sur la fourmi aussi. On bosse pas mal aussi avec Syngenta sur ce thème-là, donc c'est cool. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de formation, des besoins de questions supplémentaires sur les produits, sur les méthodos et tout ça, on est vraiment à votre Test. disposition. Ou Et si toi, vous ça voulez des s'adresse tests. à quel outil protection en usine agro, par exemple? Bah, je pense qu'il doit avoir une protection partout, ouais. Partout, l'idée étant que même si il n'y a pas de toxicité immédiate de l'indoxacarbe, puisqu'on a bien vu qu'on a besoin d'une bioactivation et que cette bioactivation, elle se fait principalement chez l'insecte, minoritairement chez les mammifères et chez les oiseaux, ça signifie quand même que pour des questions de professionnalisme, eh bien, on utilise un poste d'appâtage, ne serait-ce que en intérieur pour pas que les vaches aillent y laisser le granulé et autres, et en extérieur pour éviter qu'on ait des espèces nocives qui permettent. Ouais, vas-y Gilles. Oui, en fait, ça fait partie intégrante de l'homologation du produit, hein. On doit absolument utiliser des boîtes d'appâtage, sécurisées pour utiliser, le granulé APA et je pense que c'est ce qui va frapper, ben, tous les granulés qui vont soit repasser au niveau de la commission, soit qui vont arriver sur le marché s'il en arrive d'autres. Mais ça sera, une condition sine qua non demain d'utilisation de granulés parce que, bah, de l'épandage à la main comme ça, c'est plus d'actualité. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Super. Salut Abdel, on a nos amis du Maroc. On pense bien à vous après cette catastrophe. Donc salut Abdel. Protocole mouche serait top. Alors, en dehors de cette grosse problématique, il y a des psychodes. Bah, ouais. Bah après, ça dépend, Vincent, si tu as des insectes ou des acariens qui sont hématophages ou pas. Ça dépend ce qu'ils bouffent. Donc après, faut voir les espèces que tu peux cibler avec le granulé. Mais oui, après, c'est un super outil. C'est un outil en plus qui est très sélectif. Qui plus est, quand tu mets un poste d'appâtage, bah, tu es sûr que tu n'as pas d'oiseaux, tu n'as pas de bestioles qui vont venir. Et puis globalement, vu la composition du granulé, tu as de grandes chances qu'il n'y ait que des mouches ou en tout cas des insectes qui puissent proliférer, qui vont venir se nourrir, quoi. Mais Tomatomea, c'est la même chose. Ouais, c'est pareil, quoi. Donc, bah oui, dans l'air du temps avec la bioactivation, on est bien d'accord. Ça, c'est sûr. C'est des toxiques immédiats aujourd'hui qui expriment une toxicité immédiate et importante aujourd'hui. On a plutôt tendance à, les mettre sous pression réglementaire, hein. C'est normal aussi. Bon, super. Eh bien, je ne sais pas si vous avez plus de questions. En tout cas, c'était un plaisir d'être avec Bertrand et avec Gilles ce soir pour animer ce webinaire. Et puis, bah, on va vous souhaiter une bonne soirée. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions et autres. Et puis, bah, bon match, hein, bon match pour ceux qui vont le regarder. Et puis, bah, on vous dit à très bientôt. Salut à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Ciao.